Bonjour et bienvenue pour cette troisième table ronde de la journée, toujours autour de la thématique de l'intelligence artificielle et nous. Table ronde qui s'intitule « L'intelligence artificielle dans l'éducation, des enjeux éthiques pour un avenir brillant ». Je laisse la parole à Maud Nizan pour modérer cette table ronde. Merci Aurélien. La semaine dernière, mon fils, qui est en classe de seconde, m'a indiqué que le devoir de français était facultatif parce que la prof de français ne souhaitait pas corriger ChatGPT. Elle a donc laissé le choix aux élèves de rédiger le commentaire de texte ou non. Une tentative de responsabilisation des élèves, alors que de nombreux enseignants, eux, voudraient carrément interdire ChatGPT puisqu'il encourage la triche. Pire encore, il donnerait des réponses fausses et en tout cas n'invite pas à explorer le champ des possibles grâce aux débats contradictoires. Luc Ferry, lui, pense qu'interdire reviendrait à tenter d'arrêter les chutes du Niagara avec une passoire à thé. Il dit d'ailleurs qu'il est facile de repérer l'élève qui s'est servi de l'outil parce qu'à ce moment-là, sa copie serait dénuée de fautes d'orthographe. Il faut utiliser l'outil, selon l'ancien ministre de l'Éducation nationale, comme un outil de documentation pour produire quelque chose à partir de la réponse de ChatGPT et défendre le travail produit. Comment donc intégrer cet outil, apprendre aux élèves à s'en servir, leur faire comprendre ses possibilités et ses limites? Il faut former les élèves à comprendre et à utiliser l'IA, mais également former les enseignants à utiliser l'IA pour contribuer aux apprentissages. L'IA va permettre de mesurer la compréhension ou de remarquer le désintérêt. Elle sera un avantage pour la différenciation pédagogique, la prise en compte d'un handicap par exemple. Mais jamais, et je pense que d'ores et déjà je m'engage, on peut le dire d'entrée de jeu, elle ne remplacera jamais l'enseignant humain dont le travail dépasse largement le spectre des tâches automatisables. La machine n'aura jamais l'empathie, la bienveillance, la flexibilité cognitive, le jugement critique nécessaire à la réussite d'un élève qui est évidemment directement lié à la relation humaine. On l'a tous expérimenté, on a tous en tête un ou deux noms de professeurs qui a marqué notre existence et peut-être même changé le cours de notre vie. Peut-être qu'en revanche, elle allègera la charge des professeurs, par exemple en corrigeant des copies, et laissera la part belle à leur rôle d'accompagnateur. Pour en parler aujourd'hui, une table ronde très masculine, heureusement que nous avons nos lycéennes. Le lycée Adrien Zeller de Bouxwiller, où nous entendrons pour introduire la table ronde et peut-être poser les questions, Lucille et Bouquette, à qui je donnerai la parole en premier. Ensuite, nous écouterons Lev Frankel, qui est professeur de philosophie, un enseignant jusqu'au bout des ongles, y compris hors des salles de classe, puisque vous avez créé Serial Thinker, utilisant les réseaux sociaux pour repenser l'enseignement. Serge Tisseron, psychiatre, membre de l'Académie des technologies, vous nous avez alertés, nous les parents, sur les dangers des écrans, et vous vous êtes également penchés sur les illusions liées à l'intelligence artificielle. Romain Vano-Deusden, directeur de recherche du réseau Canopé, qui forme les enseignants, j'en parlais, pour l'éducation nationale, et Serge Poutzlajus, président du cabinet de conseil et de formation éducation et territoire. Vous êtes devenu spécialiste des nouvelles technologies dans l'éducation après avoir été vous-même enseignant. Donc une table ronde extrêmement riche. Je vais d'abord donner la parole aux lycéennes du lycée de Bouxwiller Adrien Zeller. Je vous laisse la parole, Lucille et Bouquette. Alors déjà, bonjour, mesdames et messieurs. Je vous remercie de nous donner l'opportunité de partager avec vous aujourd'hui quelques réflexions sur un sujet qui occupe de plus en plus nos esprits d'élèves et nos conversations. L'intelligence artificielle et son impact sur l'éducation. L'éducation est la clé du progrès. Et au fil des décennies, nous avons constaté comment les avancées technologiques ont façonné et transformé nos méthodes d'apprentissage. Alors qu'avant, nous apprenions à l'aide des livres ou d'autres encore comme des recherches sur Internet, aujourd'hui, nous prenons appui des IA tels que ChatGPT. Aujourd'hui, nous sommes donc à l'aube d'une nouvelle ère avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Cependant, l'éducation n'est pas seulement à l'école, mais aussi à la maison, auprès de nos parents, tels que le soutien moral, le savoir-faire ou même encore l'expérience. Mais est-ce que l'IA, elle, peut aussi avoir des émotions, nous les partager et prendre en conscience nos expressions ainsi que nos émotions? Pourrait-elle être empathique?
L'IA, à l'instar de la calculatrice, des ordinateurs personnels, d'Internet et des plateformes d'apprentissage en ligne, est en train de révolutionner l'éducation en fournissant des outils de tutorat virtuel ou encore des assistants intelligents, des outils de tutorat avec qui nous avons des interactions, mais surtout une adaptation de nos questions. Elle permet aussi l'évaluation automatisée de la personnalisation de l'apprentissage. Nous pouvons donc interagir avec l'IA en lui posant des questions comme s'il y avait un professeur en réalité. Mais il faut se rendre à l'évidence que l'IA est aussi un moyen de triche, de contourner certaines difficultés jusqu'à nous faire oublier le labeur, mais aussi le plaisir d'apprendre. Elle fait tout à notre place. Pouvons-nous donc prendre notre réflexion en n'utilisant que l'IA, en voulant gagner du temps en utilisant l'IA? Nous, élèves, devrons aussi comprendre ce qu'on lui demande. Si nous posons les mauvaises questions, mais n'obtiendrons pas ce que l'on souhaite. Est-ce nécessaire d'apprendre les langues étrangères alors que l'IA peut tout traduire? Est-ce nécessaire d'apprendre à coder alors qu'un logiciel peut le faire à notre place? Pourquoi s'épuiser quand l'IA fait mieux et plus sans effort? Est-ce qu'au lycée, il ne suffirait pas tout simplement d'apprendre à utiliser l'IA et d'en arrêter là sans passer par des études supérieures? Imaginez des salles de classe où les enseignants sont assistés par des IA personnalisées, capables d'adapter leur enseignement en fonction des besoins individuels de chaque élève. Ces systèmes pourraient identifier les lacunes dans la compréhension, suggérer des activités adaptées et offrir un soutien constant. L'IA pourrait être l'outil qui personnalise véritablement l'éducation, le rendant plus accessible et efficace. Cependant, avec ces avancées, se posent également des questions éthiques et sociales cruciales. Comment assurons-nous que l'IA n'accentue pas les inégalités en matière d'accès à l'éducation? Comment protégeons-nous la vie privée des étudiants et des enseignants alors que de plus en plus de données sont collectées pour alimenter ces systèmes? Par ailleurs, l'automatisation croissante grâce à l'IA pose des questions sur les rôles futurs des enseignants. Alors que certaines tâches administratives pourraient être automatisées, le rôle humain de l'inspiration, de la motivation et de la compréhension émotionnelle reste irremplaçable. Comment pouvons-nous interagir harmonieusement avec l'IA sans perdre l'essence de l'enseignement humain? Nous nous adressons donc à vous, professionnels de l'éducation, avec ces questions en tête. Comment percevez-vous le rôle de l'IA dans votre domaine? Quelles opportunités voyez-vous pour améliorer l'éducation avec ces technologies? Et surtout, quelles sont vos inquiétudes? Et comment pouvons-nous travailler ensemble pour garantir que l'IA bénéficie à tous les apprenants? Nous vous remercions de votre attention sur cette question cruciale pour l'avenir de l'éducation, pour notre avenir. Merci Lucille et Bouquette pour cette problématisation. Je vais passer la parole en premier à notre professeur de philosophie préféré que nous partageons maintenant avec la France entière. Donc je cède la parole à Lev Frankel pour démarrer cette table ronde. Merci. Alors c'est un plaisir particulier pour moi d'avoir le lycée Adrien Zeller dans le public parce que j'y ai enseigné 1 an là-bas. C'était une très belle année. Alors, est-ce qu'une IA peut faire de la philosophie? Est-ce qu'on va être grand remplacé par les IA? Et si elles peuvent le faire mieux que nous, à quoi bon continuer à faire de la philosophie? Voilà, ça va être un peu dur de répondre à tout ça en 10 minutes, mais sur TikTok, j'ai que 3 minutes, donc je suis habitué. Alors, quand Aurélien Benwalid m'a envoyé le sujet, j'ai décidé de faire travailler d'abord ma fille de 9 ans. Et donc, on s'est installé devant ChatGPT, et puis je lui ai dit, vas-y, pose-lui les questions sur lesquelles tu as envie d'avoir des réponses. Et elle lui a posé immédiatement 2 cols. La première, c'est « Est-ce que tu vas tous nous tuer ?» Voilà, qui était un peu inquiète, je crois. Donc ChatGPT, évidemment, qui dit « J'ai pas d'intention, j'ai pas de désir, je suis un agent conversationnel. » Donc elle était très déçue par la réponse. Et deuxième question, est-ce que tu aimes les chats? Alors elle a j'ai pas tout de suite compris pourquoi les chats, mais voilà, avec un nom pareil.
il y avait peut-être voilà, quelque chose de pertinent dans la question. Et pareil, je suis un agent conversationnel, je n'ai pas d'affect, pas d'émotion, pas de sentiment. Et donc elle est très, très, très déçue, elle est partie, il n'a aucune personnalité, ce ChatGPT. Voilà. Je reviendrai peut-être sur ces questions-là parce que c'est quand même deux points importants. Question de l'intention, mais je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler. L'année dernière, avant le bac, juste après les épreuves du bac, il y a eu un événement qui a été un peu médiatisé où j'ai participé. Il s'agissait de départager Raphaël Enthoven, philosophe, et ChatGPT sur une épreuve de dissertation de philosophie, donc de correction du bac de philo. Et donc je devais corriger. Alors, ça n'a pas été très concluant pour ChatGPT, qui a eu seulement 11, et Raphaël Enthoven qui a eu 20. Alors on m'a reproché comment est-ce que Raphaël Enthoven a pu avoir 20. Alors, il faut savoir, même si sa copie n'est pas parfaite, évidemment, lui-même l'a dit, mais on ne met pas 20 à une copie, je le dis pour les élèves, hein, on ne met pas 20 sur une copie parfaite en philo, on met 20 sur la meilleure copie du paquet de 100 copies que le correcteur va corriger. Et donc toute note est relative, une note absolue ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire, une copie qui vaut 15 ou qui vaut 16, c'est toujours relatif. Et donc si j'avais eu cette copie dans un paquet de 100 copies, j'aurais mis la meilleure note. Mais Raphaël Enthoven en a tiré une conclusion selon laquelle finalement ChatGPT n'arrivera jamais à faire de la philosophie, il n'arrivera jamais à poser un... Alors, il y a encore une différence entre faire de la philosophie et savoir faire une dissertation de philosophie. On reviendra sur cette distinction. Mais en tout cas, Raphaël Enthoven, qui était là mercredi, en a tiré cette conclusion avec laquelle je ne suis pas d'accord. Je pense que l'intelligence artificielle en est déjà capable, seulement je pense que ça n'a pas intéressé beaucoup d'ingénieurs, par peut-être des élèves pour pouvoir faire des devoirs sans se fatiguer, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs qui ont été intéressés par produire des dissertations à la chaîne par ChatGPT, mais je pense qu'elle en est tout à fait capable, elle est tout à fait capable de poser des problèmes dès aujourd'hui. Et je pense qu'avec un meilleur prompt, ChatGPT pourrait très rapidement avoir la meilleure note. Pourquoi est-ce que... Et donc, je vais revenir quand même là-dessus. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme un philosophe comme Raphaël Enthoven peut dire cette chose-là, que ChatGPT n'arrivera jamais à poser une problématique, n'arrivera jamais à faire une bonne dissertation. Donc après avoir lu son livre, en fait, ça part d'un principe en fait, qui renouvelle une question qui est déjà une question assez ancienne maintenant, c'est la question du dualisme. C'est la question de savoir est-ce que l'esprit et la matière sont deux choses distinctes, ce qu'on appelle le dualisme dans l'histoire de la philosophie. Descartes est dualiste, par exemple, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a l'âme et le corps, et l'âme ne sera jamais réductible au corps. Et donc l'IA vient renouveler aujourd'hui cette question, dans le sens où, finalement, est-ce que l'esprit est réductible à la matière ? C'est une question qui était déjà... voilà, il y a un livre, le livre de Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste, qui a écrit L'homme neuronal en 1983, ça avait déjà fait grand bruit, où il affirmait que finalement, l'esprit, la pensée, se réduisait à des influx nerveux. Et c'est l'optique finalement scientifique, matérialiste, moniste, hein, c'est-à-dire selon laquelle finalement, il n'y a pas deux substances, l'âme et le corps, il y a une seule substance, qui est la matière. Et voilà, je pense que donc il y a des philosophes aujourd'hui qui sont encore dans ce présupposé, comme Raphaël Enthoven, dans ce présupposé un petit peu dualiste, selon lequel, alors je ne sais pas si lui se réclamerait du dualisme, il faudrait lui demander directement, mais en tout cas, dans ce que j'ai pu comprendre de ses idées et de son affirmation selon laquelle ChatGPT et l'IA n'arrivera jamais à faire une dissertation de philosophie, ce que j'ai pu comprendre de sa thèse, qui peut paraître un petit peu arbitraire d'une certaine manière, c'est cette idée, donc lui il dit même en l'an 3000, ce ne sera toujours pas le cas. Je ne crois pas, puisque si on est dans une optique matérialiste scientifique, alors effectivement il n'y a rien d'autre que de la matière, et si une intelligence, alors ce que le philosophe Daniel Dennett appelle une intelligence ascendante, c'est-à-dire que la matière, des agencements d'atomes et de molécules, on peut produire les intelligences que nous sommes. Si on suit la théorie darwinienne de l'évolution, qui est la théorie scientifique qui fait consensus,
si nous sommes intelligents, si l'évolution a pu produire des cerveaux comme celui d'Einstein, de Beethoven ou de Michel-Ange, c'est par un agencement de molécules, par des mutations génétiques aléatoires et par une sélection naturelle. Et donc ça, sur un très long terme, ces agencements de molécules, nous sommes des agencements de molécules qui elles-mêmes sont des sortes d'éléments qui ne sont pas intelligents. Et même les cellules, ce sont des sortes de robots qui ne sont pas intelligents. La cellule en elle-même n'est pas intelligente. Mais des agencements de robots qui ne sont pas intelligents peuvent produire de l'intelligence. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui donc, pourquoi intelligence ascendante? Parce qu'on part de quelque chose qui n'est pas intelligent et on arrive vers quelque chose d'intelligent. Donc c'est ascendant. Aujourd'hui, nous sommes le processus de fabrication de l'intelligence artificielle, c'est une intelligence descendante. C'est-à-dire que nous sommes intelligents, nous avons des intentions, nous pouvons planifier. Il y a des ingénieurs qui planifient, qui ont des plans et qui peuvent construire de l'intelligence. Donc, si de l'intelligence ascendante, c'est-à-dire partir du non-intelligent vers de l'intelligence, c'est possible, alors je pense, et c'est ça mon argument central, je pense qu'il est évident qu'une intelligence descendante va arriver à produire beaucoup mieux que l'intelligence que nous sommes. Donc là-dessus, j'ai aucun doute. C'est évident pour moi que ce qu'une intelligence ascendante a pu produire en quelques milliards, sur l'espace de millions d'années, nous allons réussir à le faire, et certainement mieux. Voilà. Mais il y a évidemment des philosophes qui sont encore dualistes, c'est ceux notamment cités par Raphaël Enthoven, Jean Kelevitch, qui dira « Aucun tissu nerveux ne saurait fixer un infini de pensée ». Bon, ça me semble être des croyances qu'on peut assimiler presque à des croyances religieuses finalement, et qui n'ont pas vraiment de fondement scientifique aujourd'hui. L'intelligence artificielle aussi, c'est un assemblage d'éléments qui en eux-mêmes n'ont pas d'intelligence. Un microprocesseur, c'est quoi? C'est un assemblage de millions de transistors. Un transistor, c'est quoi? C'est un interrupteur. Un interrupteur, quand le courant passe, ça fait du 1. Quand le courant ne passe pas, ça fait 0. Avec des 0 et des 1, vous faites toute l'intelligence artificielle que nous avons aujourd'hui. Vous pouvez produire aujourd'hui des symphonies, vous pouvez produire des tableaux, vous pouvez produire un joueur d'échecs qui écrase à plat de couture le champion Magnus Carlsen qui n'a aucune chance face à Alpha 0. C'est-à-dire qu'on peut voir, au XIXe siècle, il fallait une sacrée dose de confiance pour se dire que dans la théorie de l'évolution de Darwin, que le pur agencement de molécules inintelligentes puisse produire de l'intelligence. Il fallait une dose de confiance dans cette théorie assez incroyable. Aujourd'hui, on est capable de montrer que c'est vrai. C'est-à-dire que l'agencement d'éléments qui ne sont pas intelligents en eux-mêmes, comme des transistors, mais si vous mettez des millions et des millions côte à côte, avec évidemment un certain agencement qui permet de faire des portes logiques, etc., et de répondre à certaines questions, eh bien vous avez un transistor, c'est pas intelligent. Mais l'assemblage produit de l'intelligence. Alors, on arrive maintenant à la question de la philosophie. Est-ce que ça veut dire que finalement, on va être remplacé par de l'intelligence artificielle? Si on suit cette idée-là, selon laquelle finalement, nous ne sommes que de la matière, et donc il n'y a aucune raison de penser que l'intelligence artificielle ne parvienne pas un jour à reproduire de l'intelligence humaine, et même bien meilleure et bien plus efficace. Est-ce que ça veut dire que du coup, la vie humaine n'a plus aucun intérêt? C'est là où je ne crois pas du tout, et je crois que c'est même d'une certaine manière l'inverse. Ça va au contraire mettre en valeur ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie humaine. C'est pas parce que des ordinateurs sont capables d'écraser les meilleurs joueurs d'échecs au monde qu'on va s'arrêter de jouer aux échecs. Et d'ailleurs, le jeu d'échecs, c'est intéressant comme métaphore, on pourrait le prendre comme métaphore ici, parce que aujourd'hui, on sait très bien que ce qui a le plus de valeur économique dans le monde, c'est l'intelligence. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment quand vous voyez les plus grands les plus grands champions d'échecs au monde. Kasparov, je crois que c'était un QI de 190. C'est des gens qui seraient capables de produire énormément de richesses, qui seraient capables d'un point de vue économique, c'est une sorte de gâchis incroyable. Vous prenez les plus grands. Aujourd'hui, la valeur économique d'un pays, elle dépend de l'intelligence. Vous avez 50 petits génies sur de l'informatique qui peuvent créer WhatsApp, qui va créer plus de richesses que Peugeot en un siècle. Je me base sur les données de Laurent Alexandre,
J'ai pas vérifié, mais on va lui faire confiance. Voilà, 50 informaticiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous arrivez à produire, si vous avez Harvard et le MIT, vous êtes le pays le plus puissant du monde. Si vous êtes capable de produire des gens qui sont capables de créer WhatsApp, de créer ChatGPT, vous êtes le pays le plus puissant du monde. Donc, et nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On produit des joueurs d'échecs. Finalement, c'est une sorte c'est incroyable. Ça veut dire que c'est la distinction que Aristote faisait entre la poiesis et la praxis. C'est-à-dire que l'intelligence n'est pas là seulement pour produire quelque chose à l'extérieur. L'intelligence, c'est aussi une transformation de soi-même. On ne fait pas de la philosophie, on ne fait pas seulement de la science, ou même de la science, ou de l'art, évidemment, pour produire on fait ça pour se transformer soi-même. Et ça aura toujours du sens. C'est comme si on disait finalement, ça ne sert à rien d'aller à la salle de musculation, parce qu'il y a des machines qui peuvent soulever bien plus lourd que nous. Mais l'intérêt de soulever des poids dans une salle de musculation, c'est pas pour soulever des poids. Ça, les machines le font bien mieux que nous. L'intérêt de soulever des poids, c'est parce que ça nous permet de se transformer soi-même. Alors ici, dans le cas de la musculation, c'est le corps. Mais dans le cas de l'intelligence, dans le cas de la philosophie, il s'agit d'abord de se transformer soi-même. Donc ça aura toujours un intérêt. Et je vais prendre un exemple pour terminer, parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Un exemple. Voilà. Et donc, la philosophie, peut-être plus que toute autre discipline, mais on pourrait mettre évidemment l'art et on pourrait mettre évidemment les relations humaines. La philosophie, ce n'est pas simplement la production de théories. C'est d'abord penser contre soi-même. C'est ne pas être complice avec soi-même et avec la normalité du monde. C'est ça que fait Socrate depuis le début. Socrate interroge le polythéisme environnant, tout le monde prend comme une thèse admise le polythéisme. Socrate va remettre en question le polythéisme grec. Et quand on remet en question le polythéisme grec, à cette époque-là, on devient dangereux. C'est pour ça qu'il a été condamné à mort. Donc il y a ce que Pierre Hadot appelle une expérience spirituelle. Alors le mot spirituel, je l'aime pas trop parce qu'on a l'impression de revenir sur une forme de dualisme du corps et de l'esprit, mais on pourrait dire une expérience existentielle. Et je crois que la philosophie, c'est ça, c'est d'abord une expérience existentielle. Et c'est ça que ça doit être aussi dans l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement, ça ne doit pas être simplement la transmission d'un savoir objectif, mais c'est un savoir qui doit être incarné dans une subjectivité. Et Socrate ne faisait pas de la philosophie simplement pour produire de la théorie. D'ailleurs, il n'a jamais rien écrit à cause de ça. Je vais prendre un dernier exemple et je terminerai là-dessus. Vous avez l'exemple du philosophe Maïmonide au XIIe siècle, en plein Moyen-Âge, qui naît dans une famille juive, donc religieux, à l'époque tout le monde l'est, au Moyen-Âge. On ne peut pas penser le monde sans la religion. Et donc il est inscrit là-dedans depuis sa naissance. Et il se met à faire de la philosophie. Il se met à lire Aristote. Il commence à développer une conception rationnelle de Dieu. Dieu comme cause première. Non pas un Dieu comme ce qui est décrit dans la Bible, un Dieu qui s'énerve, qui punit, qui massacre les êtres humains quand il s'énerve avec eux. Un Dieu très humain finalement. Mais il se forge une conception de Dieu qui est une conception beaucoup plus rationnelle, qui ressemble un peu à ce que Spinoza dira plus tard, les lois de la nature. Pour Maïmonide, Dieu ne s'exprime pas dans une rupture avec les lois de la nature, mais au contraire, dans les lois de la nature elle-même. Et ça va complètement bouleverser son rapport au monde. Ça va bouleverser son rapport au texte sacré. Et il va dire la chose suivante, si le texte sacré est en désaccord avec la raison, eh ben, il faut réinterpréter le texte sacré jusqu'à lui faire dire parfois le contraire de ce qu'il dit. Et donc finalement, c'est ça la philosophie. La philosophie, ça n'est pas simplement un savoir théorique, c'est ce bouleversement intime, cette pensée contre soi-même. Et finalement, je crois, je vais terminer sur un message optimiste, c'est que finalement, l'intelligence artificielle va nous libérer du rapport complètement théorique au savoir pour nous concentrer sur ce que le savoir, en quoi le savoir peut bouleverser notre rapport au monde. Voilà, je vous remercie.
Merci. Merci. Donc, on a eu le propos de l'enseignant. On questionnera peut-être après la révolution peut-être qui est en marche pour l'enseignement. Mais pour l'instant, on va écouter le formateur des enseignants ou la personne qui se penche sur la formation des enseignants de l'éducation nationale. Je vous donne la parole, Romain Van Oudhuisden. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci aussi d'avoir posé un peu le débat. Je reprends l'intitulé, c'est « Des enjeux éthiques pour un avenir brillant ». Et merci de l'avoir posé en donnant une perspective d'un avenir et d'un avenir qui soit positif. Certes, l'IA est là et on ne reviendra pas en arrière. Et je pense que ça, c'est une des premières choses qui a dû déjà être dit 15 fois depuis le début du forum. Mais c'est vraiment particulièrement important de se dire que on va vivre avec, on vit avec. Voilà. Il est important aussi de bien savoir de quoi on parle, et là il me semble que vous aviez hier Gilles Dovec, par exemple, qui saura très bien, bien mieux parler de l'IA et des IA, des systèmes d'intelligence artificielle qui existent et qui existent en particulier dans l'éducation. Donc, moi, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais plutôt me positionner, en effet, comme étant un des accompagnateurs des enseignants qui, eux, se sont posés beaucoup de questions depuis l'apparition de ChatGPT, en novembre 2022, puisque avant, finalement, l'IA était déjà présente dans l'éducation, mais on ne le savait pas trop. Et ça me permet de rebondir sur les propos de M. Ménesseur juste avant, où il expliquait bien finalement que les systèmes d'intelligence artificielle, ça n'avait rien de nouveau. L'intelligence artificielle en termes de technologie, c'est quelque chose qui a maintenant plus de 60 à 70 ans, et je pense qu'il est important de bien le redire. C'est d'ailleurs un peu aussi l'enjeu des propos de Cédric Villani quand il a produit son livre blanc sur l'IA à la demande du président de la République en 2018 de mémoire, où il disait qu'il y avait cette nécessité-là de démystifier l'IA, qui est un terme qu'on a entendu tout à l'heure aussi, d'ouvrir cette boîte noire pour essayer de comprendre finalement, de revenir à des fondamentaux, et des fondamentaux qui peuvent paraître très simples. Alors, pas aussi simple que ça, parce qu'on l'a dit, ce sont des systèmes complexes, et moi je suis incapable d'expliquer quoi que ce soit à ce niveau-là, mais par contre d'arrêter de penser qu'il y ait un effet magique, et ça c'est vraiment primordial. Je voulais aussi vous remercier pour la façon dont vous avez toutes les deux pu poser les questions, et en particulier, je vais pas pouvoir répondre à tout parce que je pense pas avoir les réponses, hein, évidemment, mais je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles je voudrais m'attarder, et je vais m'attarder en m'appuyant en plus sur des propos de lycéens, alors pas les vôtres, mais au sein de Réseau Canopé, je dirige une direction de recherche et développement où on travaille énormément sur les questions numériques, parce que c'est notre sujet principal, et on n'a pas la prétention de tout savoir, et on va beaucoup interroger les usages du numérique. C'est notre philosophie, c'est ce qu'on souhaite faire pour pouvoir accompagner les enseignants après. Et dans quelques jours, parce que là on est vraiment en phase de finalisation d'une étude, on va pouvoir publier une étude sur les représentations de lycéens qu'on est allé interroger en octobre 2022 et en juin 2023 sur l'intelligence artificielle en éducation. À ce moment-là, on ne savait pas, on n'était pas dans les petits secrets où on ne suivait pas suffisamment bien l'actualité d'OpenAI, donc on ne savait pas que ChatGPT allait arriver. Et du coup, je vais m'appuyer beaucoup sur leurs propos pour essayer d'étayer, et puis vous pourrez peut-être nous dire d'ailleurs si ce que moi j'ai retrouvé, enfin ce que mes collègues ont retrouvé, correspond aussi à ce que vous ressentez. Vous avez évoqué la question, et d'ailleurs vous aussi madame, la question de la triche. Pour moi, elle est importante, évidemment. Ça a été peut-être la réaction épidermique première de nombreux établissements. Je pense à Sciences Po Lyon de mémoire, et puis aussi du côté si je ne me trompe pas, c'est la mairie de New York qui avait interdit l'utilisation de ChatGPT dans les écoles en novembre ou décembre 2022. Et ce qui était assez intéressant, c'était le côté « je me protège ». Et c'est tout à fait compréhensible, puisque c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas.
D'ailleurs, est-ce qu'on le connaît encore? Ça, je ne sais pas. Mais donc, vous avez pensé à questionner, à interroger la triche, et en fait, on est exactement dans la même façon de penser qu'il y a une vingtaine d'années avec l'apparition de Wikipédia. On est peut-être même, alors là après je ne saurais pas dire, c'est un petit peu plus ancien, mais on est peut-être aussi dans exactement la même position des enseignants quand les calculatrices sont arrivées. Et finalement, est-ce que maintenant, aujourd'hui, utiliser une calculatrice, ça vous semble être de la triche? On apprend à utiliser des calculatrices au collège pour pouvoir justement augmenter un peu dans la même dynamique que ce que vous étiez en train de dire. Je ne suis pas du tout philosophe et j'étais très très mauvais en philosophie, mais dans cette idée de, non pas une idée transhumaniste, mais de savoir utiliser un outil qui va pouvoir me permettre d'aller un petit peu plus loin dans ma réflexion ou dans mon calcul, etc., etc. Et donc, les IA génératives comme ChatGPT, elles sont arrivées à ce point-là de nous dire, tiens, tu peux aller un petit peu plus loin, tu peux partir avec une base commune intéressante. Je me souviens d'un maître de conférence en informatique qui m'a interrogé il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit moi ça m'embête, et ça fait écho à l'anecdote que vous évoquiez, ça m'embête maintenant de demander à mes élèves de faire du code, puisque c'est leur travail, alors qu'ils vont tous me sortir du ChatGPT. Et moi, j'ai essayé de retourner la question en disant, mais est-ce que ce n'est pas un avantage de se dire que tous ces élèves-là ont cet outil à disposition, et là, gratuitement, puisque c'était du ChatGPT 3, alors gratuitement, il y a évidemment des données qu'on est en train de diffuser allègrement à OpenAI, bien sûr, mais ça permettait à chacun d'avoir à peu près la même base, et la même base de code, ou la même base en langue étrangère, puisque vous avez aussi évoqué la question des langues étrangères. Et là, ce que ça questionne, il me semble, et ce que ça questionne dans la question de la triche et des devoirs à la maison, c'est la posture qu'il va falloir accompagner le changement de posture des enseignants par rapport à ces devoirs maison, par rapport à ce devoir-là de code. Est-ce qu'on n'aurait pas pu demander de faire exactement le même exercice, mais de faire mieux que ChatGPT, ou de corriger ChatGPT, puisqu'en priori, en plus, ChatGPT ne fait pas forcément du code extraordinaire pour des créateurs de sites internet, par exemple, ou de programmes. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, je vais demander à faire mieux ou aussi bien, mais avec moins de lignes de code, ce qui va me permettre de faire moins de dépenses énergétiques, parce que c'est un enjeu dont il sera question d'ailleurs après, qui est primordial, vu les dépenses énergétiques. Alors nous, on a tous, peut-être pas tout le monde ici, mais moi, je joue beaucoup avec ChatGPT et avec d'autres IA génératives, et à chaque fois, j'ai aussi ce truc-là de me dire, mais ces requêtes qui sont un peu stupides parfois, elles dépensent une énergie folle. Donc il y a toutes ces questions-là qu'il faut bien avoir en tête, mais surtout ne pas partir du principe, en tout cas c'est le positionnement qu'on a, ne pas partir du principe qu'il va vous permettre de tricher ou va vous produire des choses qui ne valent que 11 au bac de philo. J'aurais adoré avoir 11 au bac de philo, mais ça c'est autre chose. Mais plutôt comment ça va me permettre d'aller plus loin. Il y a aussi une question qui me semble extrêmement intéressante que vous avez évoquée, avec un terme qui, moi, me gêne un petit peu, mais ça, c'est pas très grave, c'est la question du labeur. Après, vous avez plutôt parlé de plaisir d'apprendre, et je crois que je préfère largement ça. Sur cette question de est-ce que l'IA, finalement, va m'empêcher de faire un effort cognitif qui me permet soit d'apprendre, soit de produire quelque chose qui est ou de mettre sur le papier une pensée intéressante. Et bien justement, ça c'est une des questions qui a émergé lors des focus group qui ont été faits avec les lycéens. Et ils ont bien mentionné le fait que pour eux c'était un danger. Et là, ils l'ont exprimé comme étant un danger, de se dire si je vais d'une certaine manière
prendre le réflexe d'aller tout de suite voir ChatGPT, est-ce que ChatGPT peut me sortir comme réponse que je vais prendre pour argent comptant ou pas trop, mais je ne vais pas retravailler, je vais remettre 2-3 mots et tout ça, je vais perdre finalement pas mal de choses. Il parle même d'aliénation, voire de déshumanisation par moment, donc c'est quand même des termes assez forts, mais dans ce cadre de répondre à des questions, j'ai par exemple là un élève qui dit on devrait se creuser la tête et essayer de trouver la réponse pour quelque chose. Après, c'est sûr que quand ça fait 3 heures qu'on y est, peut-être l'utiliser, c'est bien. Si ça fait 3 heures et ça fait 3 heures qu'il réfléchit, ça veut dire qu'il a déjà normalement eu une démarche cognitive qui permet de savoir aussi ce qu'il va lui poser comme question. Et là, on est plutôt dans une démarche où il va utiliser l'IA comme étant un compagnon qui lui permet de repousser un petit peu dans ses retranchements, dans ses réflexions, peut-être lui apporter quelques éléments qu'il n'avait pas en tête, mais finalement, encore une fois, c'est comme s'il était allé sur Wikipédia. Et c'est plutôt dans cette optique-là que chez Réseau Canopé, on a tout de suite pris le parti pour accompagner non pas les lycéens, puisque nous, on ne s'adresse pas directement aux lycéens, mais les enseignants. Puisque je vous le disais, les enseignants aussi, de manière générale, se sont quand même un peu posé des questions avec l'arrivée de cet outil, de se dire qu'est-ce que je vais en faire. Récemment, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse a commencé à publier ce qu'on va appeler une doctrine IA, et qui est qui tourne autour de quelques points, mais qui sont très, très précis et très clairs. La première, c'est le RGPD. Le RGPD, on en a beaucoup entendu parler précédemment. En fait, il n'y a aucune IA générative qui nous permet de nous assurer que nos données seront bien sécurisées, etc. Donc, ils disent clairement, il n'est pas question d'utiliser des IA génératives avec des élèves en classe, dans un contexte d'apprentissage, et ne pas les inciter non plus à le faire jusqu'à minima l'âge de 12-13 ans, puisque c'est à peu près à ce niveau-là qu'ensuite on va commencer à pouvoir travailler, tout en étant dans une optique de bien travailler l'esprit critique. On l'a dit, la création, enfin tout ce qui émerge de ce type d'IA sont entre 60 et 70% justes, et puis il y a plein de choses où on dit qu'elles hallucinent. Alors c'est plutôt nous qui hallucinons quand on voit ce qu'elles peuvent produire, mais voilà. Les fake news qui peuvent en ressortir, elles viennent aussi de ça. Donc pas utilisé avec des enfants de moins de 13 ans. Par contre, ils incitent fortement les enseignants à s'y pencher, à regarder ce que c'est. Et c'est plutôt là-dessus que je voudrais conclure cette première partie de mon intervention. C'est que, et peut-être en bouclant d'ailleurs avec ce que je disais au départ, c'est un fait social total. On ne peut pas partir du principe qu'on va revenir en arrière. Ça, moi je n'y crois pas, et je ne pense pas que qui que ce soit puisse se dire non, d'un coup, c'est fini les IA, il n'y en aura plus. Non. Donc, il faut savoir les appréhender. Et le rôle de l'école, c'est bien d'accompagner des élèves à ce qu'ils puissent s'épanouir en tant que citoyens et s'épanouir dans une société, la société actuelle, et pas la société d'il y a 40 ans quand il n'y avait pas d'IA. Voilà. Donc, il est nécessaire, en effet, d'appréhender ces objets, de s'y confronter, de s'y casser les dents. C'est une évidence. On est dans une démarche essai-erreur, on ne sait pas vraiment où elles vont nous mener, toutes ces IA génératives. Il y en a à peu près 2 à 3 qui sortent par semaine encore aujourd'hui, et c'est valable depuis très longtemps, depuis plus d'un an. Donc c'est vraiment ça qu'il est nécessaire de poser comme cadre. Comment on accompagne les enseignants et de fait les élèves à appréhender cette problématique qui va qui va devoir nous poser des questions en termes de posture enseignante. Je pense qu'il est vraiment temps de se questionner sur ce qu'on considère être de la triche, ce qu'on considère être évaluable dans un devoir à la maison. Et là, et pour finir, quelle est la différence si je me fais aider de ChatGPT ou si j'ai la chance d'avoir un parent
qui peut m'aider le soir pour pouvoir rendre un devoir le lendemain ou le week-end. Il n'y en a aucune. On a des inégalités sociales, et puis finalement ça répond peut-être aussi à une des questions, on a des inégalités sociales et le numérique ne fait rien. On a eu l'espoir pendant un temps que le numérique pourrait réduire quelques inégalités. La plupart des travaux de recherche sur l'éducation et le numérique ont prouvé que au mieux ça n'avait pas d'impact, ça n'avait pas d'effet. Très souvent, malheureusement, ça creusait ces inégalités-là. Si on prend l'exemple d'un ChatGPT ou d'une autre IA générative, mais qui serait payante, évidemment, elle ne serait pas à la portée de tous, et évidemment, elle creuserait des inégalités. Merci. Je vais vous laisser la parole, Serge Pouts-Lajus. Vous êtes spécialiste des nouvelles technologies dans l'éducation. Vous avez la parole. Merci. Lev a fait un cours de philosophie, donc je vous propose un cours d'histoire maintenant, si vous voulez bien. Alors comme je connais l'histoire de l'informatique dans l'éducation, du numérique dans l'éducation depuis son début, enfin ça a commencé au début des années 50, mais moi en tant qu'enseignant, je me suis occupé de ça un peu à la fin des années 80, début des années 90, et jusqu'à aujourd'hui. Donc peut-être ça me paraît utile pour comprendre ce qui se passe et pour anticiper sur ce qui pourrait se passer dans un avenir proche. C'est pas mal de regarder aussi l'histoire, la genèse, d'où l'intelligence artificielle n'est pas tombée du ciel l'année dernière. Elle procède évidemment de processus qui sont assez longs et qui sont inscrits, disons, dans les 70 dernières années. Effectivement, vous avez raison de le rappeler. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, donc ça s'est développé, l'éducation a toujours été un champ d'application qui accompagnait le développement du numérique. L'éducation n'est pas en retard, elle accompagne, elle est même souvent assez en avance, et ça continue d'être le cas. D'ailleurs, si on est là aujourd'hui pour en parler, c'est évidemment parce que l'éducation est présente dans ce domaine. Alors, pour raconter l'histoire, je vais distinguer deux courants d'action, de pensée, de développement. C'est intéressant que vous les ayez, c'est important que vous les ayez en tête. Alors, le premier courant, c'est le plus ancien, c'est celui qui fait de l'ordinateur une sorte de précepteur. C'est-à-dire, la situation, c'est on met un élève devant un ordinateur, enfin un terminal connecté, interactif, etc. On met un élève devant un ordinateur, et puis l'ordinateur, le logiciel, pose des questions. L'élève répond, et l'ordinateur est capable de savoir si la réponse est bonne ou pas bonne, et puis en fonction des résultats, des réussites, des échecs, d'orienter au fond le parcours de cet élève dans une série d'interrogations dans un domaine particulier. On appelle ça l'enseignement programmé. L'avantage, évidemment, c'est que ça individualise, et puis vous avez un précepteur là, qui se fatigue jamais, qui est jamais en grève, etc. Et donc on peut multiplier. Donc forcément, ça fait rêver, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits là-dessus. Le deuxième courant est radicalement différent, il s'est développé quasiment parallèlement, les deux étant parfaitement compatibles l'un avec l'autre. Le second courant, c'est celui qui fait de l'ordinateur en quelque sorte un outil de travail plutôt pour l'élève, pour l'utilisateur. Donc c'est un outil de production, de création, production de texte, production d'images, production de calculs, production de programmes informatiques. Dans le premier cas, on peut dire c'est l'ordinateur qui pilote l'interaction, et dans le deuxième cas, c'est l'élève lui-même, l'utilisateur, qui décide de ce qu'on va faire, comment on va le faire, avec quels outils, et les outils sont mis en quelque sorte à la disposition de l'élève, de l'utilisateur, de l'apprenant. Donc c'est plutôt un ordinateur facilitateur, moniteur, qui permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans lui. Alors je vais un peu regarder maintenant l'évolution récente des deux courants. Le premier courant, celui de l'ordinateur précepteur, il s'est développé, il a progressé, ça a évolué considérablement, mais d'une certaine façon, les résultats n'ont pas été à la hauteur des promesses. C'est un courant qui est un peu décevant, mais il est encore très présent aujourd'hui, et j'en veux pour preuve, par exemple, que le ministre de l'Éducation, pas la ministre actuelle, ni la prédécesseur, mais celui qui était avant, Gabriel Attal, avait annoncé qu'il mettait à la disposition de tous les élèves de seconde une intelligence artificielle de remise à niveau en mathématiques et en français. Peut-être vous avez entendu dire ça. Enfin, voilà. Et effectivement, à partir de ce mois-ci, d'ailleurs, cet outil-là de remise à niveau, qui est tout à fait dans la logique que j'indiquais d'un outil plutôt de préceptorat, sera mis à la disposition des élèves de première. Donc, de seconde, pardon. Donc, au fond, à nouveau, des espoirs importants là-dessus, et cette intelligence artificielle, elle est surtout opérante sur le questionnement, sur la façon dont on pose les questions, comment on les enchaîne, et on a mobilisé les moyens des sciences cognitives et toutes sortes de choses comme ça. Mais dans ce courant toujours, qui fait de l'ordinateur un précepteur,
il y a un obstacle, et un obstacle qui est jusqu'à présent, qui était un obstacle tout à fait majeur et qui a freiné les développements, c'est l'obstacle de la nature de l'interaction. C'est-à-dire comment l'utilisateur interagit avec la machine. Alors, ça a fait des progrès. On a commencé avec le clavier, puis après la souris, puis après l'écran tactile, la voix, les capteurs. On a enrichi, au fond, les modes d'action de l'utilisateur et de feedback de l'ordinateur. Mais tous les informaticiens ont compris très tôt, dès les années 60-70, ils ont compris très tôt que cet obstacle-là serait surmonté le jour où on pourrait permettre des échanges en langage naturel. Langage naturel, le français, l'alsacien, toutes sortes de langues comme ça, où on pourrait au fond dialoguer avec l'ordinateur d'une façon naturelle, et à ce moment-là, on aurait un précepteur qui vraiment pourrait tenir les promesses qu'on met sur lui. Et bien ce progrès, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'on n'en est pas loin. Et précisément grâce à ChatGPT, aux IA génératives qui travaillent le texte, dont on peut considérer qu'ils ont une maîtrise du texte à peu près correcte. Juste, on peut dire on en est à un moment où ChatGPT, les IA génératives sont plutôt des IA réactives. C'est-à-dire on leur pose une question, elles répondent. Pour l'instant, ces IA ne sont pas des IA actives, elles ne posent pas de questions. Mais disons qu'on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, je peux faire le pari que d'ici un an, 6 mois, peut-être un mois, une semaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, assez vite, on va pouvoir faire des choses qui seront des vraies IA conversationnelles. Et une conversation, ça veut dire que vous posez des questions, vous dites des choses, on vous entend, on réagit, mais chacun pose des questions. Pour l'instant, ChatGPT, à ma connaissance, il ne pose pas de questions, mais par contre, il répond aux questions et il le fait plutôt bien et dans une qualité de langue qui est remarquable. Bon, je reviens au second courant maintenant, parce qu'on en a parlé. Le courant où plutôt l'ordinateur est plutôt un outil de production, d'accompagnement de l'élève. Et évidemment, on est tombé tout de suite sur le problème, c'est que ça produit tellement bien et tellement fort, parce que ça fait vous mettez le sujet de la rédaction et ça balance et ça produit la rédaction dans la seconde. Alors évidemment, les élèves ont été enthousiasmés par ça, les enseignants beaucoup moins, ils se sont posés des questions, certains ont interdit, vous avez raison de le rappeler, mais d'autres, et maintenant de plus en plus d'enseignants se disent non, on doit pouvoir faire un usage intelligent de cet instrument-là, de ce nouvel outil. Alors évidemment, ça suppose du recul, peut-être pas avant 12 ans, ça je ne sais pas, on en discute, etc. On en est là. Pour l'instant, on en est là, mais c'est vrai que beaucoup d'enseignants en France et dans la plupart des pays réfléchissent à des usages intelligents de ChatGPT, justement, et enfin des IA génératives, précisément parce qu'elles sont là et qu'on voit mal comment on pourrait interdire aux jeunes de les utiliser. Avant de finir, on est là quand même pour parler d'éthique, donc un problème d'éthique que je soulève. Pour moi, le problème, c'est que quand les IA génératives s'expriment à la première personne, et l'Ève en a donné un magnifique exemple, sa fille pose une question à l'IA, et qu'est-ce qu'elle répond ? Ah non, je ne veux pas te faire mal. Alors ce jeu, moi, quand même, me pose un problème. Alors, il me pose un problème en tant qu'éducateur, mais en tant qu'homme, simplement, en tant qu'humain. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce jeu de ChatGPT et des IA génératives ? Qui c'est ce jeu ? Pour moi, le jeu, ça suppose, la première personne, c'est un sujet. Un sujet, ça veut dire une pensée, des intentions. C'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas. Et même s'il y a une pensée, s'il y a des intentions, je ne sais pas où je peux aller les chercher. Est-ce qu'elles sont dans les créateurs du système ? Est-ce qu'elles sont dans la machine elle-même ? Je ne sais pas. Donc il y a quelque chose d'un peu problématique. Alors je vais aussi faire appel à un autre philosophe, Daniel Dennett, qui est un philosophe américain, philosophe des sciences, qui lui parle de faux humains. Il dit ces outils d'IA générative qui s'expriment dans notre langue et qui parlent à la première personne, on va les considérer comme des faux humains. Pour l'instant, on a des faux humains dans l'éducation, on a des faux humains bienveillants, mais ils ne vont pas tous l'être, évidemment. Et ces faux humains vont se multiplier. Il appelle ça des humains contrefaits. La position de Dennett, c'est de dire la production et la diffusion de faux humains, d'humains contrefaits, devraient être punies aussi sévèrement que la production et la diffusion de fausses monnaies. Parce que la confiance qu'on a dans les humains, la confiance qu'on a dans les monnaies, c'est au fond le fondement des sociétés. Et si on les compromet, si on les met à mal, alors il faut peut-être s'attendre à des conséquences négatives. Alors je finis sur une note un peu critique, en tout cas sur l'IA. Il me semble qu'on est là pour discuter de ces sujets. Moi, je suis dans une position incertaine par rapport à ça, donc ce serait intéressant qu'on partage vos sentiments là-dessus. Merci. On est très intéressé d'entendre la position de Serge Tisseron sur ce sujet. Merci beaucoup, merci de cette invitation. Alors, on vient de voir comment l'intelligence artificielle pourrait être un jour plus
plus intelligente que l'homme. On vient de voir que c'était important d'ouvrir la boîte noire de l'intelligence artificielle. Je vais essayer de prendre les choses encore de notre côté, essayer d'ouvrir la boîte noire de notre esprit quand nous utilisons l'intelligence artificielle. Comme je dis depuis longtemps, entre l'homme et la machine, le maillon faible, c'est l'homme. Je vous en donne rapidement un exemple, vous avez peut-être lu ça dans la presse. Monsieur Black Lemoine. Black Lemoine était un ingénieur chez Google au plus haut niveau qui était chargé en 2022, il avait commencé avant, mais en 2022, en plein travail, de contrôler, de programmer le futur modèle de GPT, enfin de chatbot pour Google, donc qui a donné Bard maintenant. Et donc en 2022, M. Black Lemoine alerte ses collègues chez Google en disant « Mais c'est incroyable, cette intelligence artificielle que je suis en train de programmer est devenue consciente. Elle a la conscience d'un enfant de 6-7 ans. » Évidemment, Black Lemoine est immédiatement disqualifié par le Conseil supérieur de Google et renvoyé. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle ne menace pas seulement, comme on dit en général, entre guillemets, les plus fragiles d'entre nous, de croire qu'elle aurait des sentiments et une conscience pour de vrai, fermez les guillemets, même Black Lemoine en a été victime. Donc il y a une vraie faiblesse de l'être humain face à l'intelligence artificielle. Alors reprenons cette phrase qui a été évoquée tout à l'heure, enfin cette proposition à laquelle j'adhère d'ailleurs, l'intelligence artificielle sera plus intelligente que nous un jour. Si on ouvre la boîte noire de l'esprit, ce que je voudrais vous montrer, c'est que nous sommes aujourd'hui aussi bêtes que ChatGPT. Nous sommes aujourd'hui aussi bêtes que ChatGPT. Alors, vous savez, on fait beaucoup de critiques à ChatGPT. Je me demande des fois si ChatGPT n'a pas été balancé dans le grand public pour convaincre le grand public qu'il était plus intelligent que l'intelligence artificielle. Parce qu'effectivement, on ne l'est pas plus. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, il est reproché un certain nombre de choses à ChatGPT. Il est reproché de fonctionner par couper-coller, de ne pas comprendre ce que ChatGPT raconte, de ne pas citer ses sources, de ne pas justifier ses choix et d'inventer les réponses aux questions pour lesquelles il n'a pas les réponses. On fonctionne exactement pareil. Le bébé apprend à parler par couper-coller des phrases des parents. On sait bien quand on va chez des amis qui ont un jeune enfant, quand il parle, on reconnaît les phrases des parents. Puis ça va même encore plus loin, parce que si vous êtes chez des amis, vous écoutez une conversation, les gens ont vu un film, on serait souvent bien embarrassé de parler d'un film si on avait pu écouter un commentateur de radio nous en parler ou lire un article dans la presse. Souvent on sort d'un film sur lequel on n'a lu aucune critique, on n'a pas grand-chose à en dire. On lit des critiques, on a quelque chose à en dire, on fonctionne par couper-coller. Vous avez peut-être vu d'ailleurs aussi, encore un degré de plus, cette interview de Judith Grudesch à France Inter, dans lequel, sous emprise d'un homme, elle dit qu'elle était arrivée à tenir exactement les propos de cet homme et à fonctionner comme une machine, à répéter ce qu'il lui avait dit. Donc l'être humain fonctionne aussi par répétition, par couper-coller. ChatGPT, paraît-il, ne comprend pas ce qu'il dit. Qui peut comprendre aujourd'hui une phrase aussi simple que « les armures sont lourdes » ? Les armures du Moyen-Âge sont lourdes, ou les armures du Moyen-Âge étaient lourdes. Qui a touché une armure? Qui a porté une armure? Personne. Et aboli bibelot d'inanité sonore. Je ne vous demande pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Donc la plupart du temps, nous utilisons des phrases toutes faites, dont nous ne comprenons pas vraiment le sens, mais qui servent de colle social. Troisième reproche fait à ChatGPT, il ne donne pas ses sources. Bon, écoutez, la presse mainstream ne les donne pas non plus. ChatGPT travaille avec la presse mainstream, ne cite pas ses sources. D'ailleurs, la presse mainstream, souvent, fabule sur des rumeurs et serait bien en peine de citer ses sources. ChatGPT ne justifie pas ses choix. Certains d'entre vous ont peut-être étudié la littérature française avec Lagarde et Michard, le fameux manuel Lagarde et Michard. Je vous donne un exemple de Lagarde et Michard. 44 pages sur Claudel, une demi-page sur Céline. Est-ce que quelqu'un un jour a demandé à messieurs Lagarde et Michard, son éditeur, l'Éducation nationale, le Conseil supérieur des programmes, messieurs Lagarde et Michard, pourquoi 44 pages sur Claudel, une demi-page sur Céline? Pas justifier leur choix. Non, pas justifié, on ne leur a pas posé la question. D'ailleurs, il y a un progrès de ce point de vue-là, c'est que si vous demandez à ChatGPT, parle-moi de Claudel, parle-moi de Céline, et qu'il vous donne 44 pages sur Claudel et une demi-page sur Céline, vous allez dire à ChatGPT, pourquoi 44 contre une, même une demi sur Céline, une demi dans la garde Michard. Alors que, vous voyez, de ce point de vue-là, on fait un progrès avec ChatGPT, on devient plus intelligent. Et puis, ChatGPT invente les réponses qu'il n'a pas.
Qui n'a pas inventé des réponses à des questions dont il n'a pas la réponse, hein? Tous les parents passent leur temps à faire ça. Voilà. Et les pédagogues et les politiques qui nous en inventent des réponses. Voilà. Donc, vous voyez, finalement, ChatGPT, c'est une sorte de miroir de nos insuffisances, hein, aujourd'hui, et on se gausse, on en rigole, on en plaisante. Ah, il est pas malin, ChatGPT. Et nous ne sommes vraiment pas malins non plus. C'est ce qu'il faut comprendre vraiment d'urgence. À tel point d'ailleurs que je me demande s'il ne faudrait pas, vous savez, dans la fameuse description, Daniel Kahneman fait de 2 modes de raisonnement, le système 1 et le système 2. Je vous conseille son livre, hein, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les traders. Système 1, c'est un système très intuitif, très émotionnel, très rapide. On raisonne à partir des expériences du passé. Plus on a d'expériences du passé, évidemment, plus ça va enrichir le système 1, mais c'est quand même bourré de biais cognitifs parce qu'on a toujours tendance à penser que l'avenir va être comme le passé. Or, l'avenir est toujours nouveau, d'où des erreurs. Et puis le système 2, système réflexif, on prend du recul. Moi, je me demande si l'être humain n'aurait pas aussi un système 0 que ChatGPT nous met sous les yeux, dire un système par couper-coller, par répétition. J'ai découvert ça quand je m'occupais de personnes âgées en psychiatrie. Mon médecin-chef m'a dit, c'est pas compliqué, tu fais un petit catalogue des lieux communs, puis tu verras, tu peux tenir des conversations avec ces personnes pendant très longtemps, voilà. Et puis, j'ai lu récemment un livre d'Ernst Junger qui raconte les conversations dans les tranchées. J'ai été frappé, c'est la même chose. Il rapporte une page de conversation des poilus dans les tranchées et c'est la même chose. Et il dit finalement je m'en vais parce que c'est du coupé-collé constamment. Il n'emploie pas l'expression coupé-collé. C'est que des répétitions de phrases toutes faites. Et puis, les fameuses chambres d'écho sur Internet, hein, dans lesquelles les gens se gargarisent en répétant toujours les mêmes choses. Donc, il existe chez l'être humain, pas seulement un système 1, pas seulement un système 2, mais un système 0. Et c'est ça que ChatGPT nous met sous les yeux. Alors maintenant, passons à la question de l'éducation. Comment on pourrait faire un usage intelligent quand même de ces IA qui vont se perfectionner? Un ChatGPT, il faut bien comprendre, c'est un brouillon. Voilà, ça va aller très très vite. Hein, elles vont se spécialiser, elles vont être beaucoup plus pointues sur des domaines précis. Quel est, à mon avis, le risque principal de l'éducation? Ça serait la création d'un mentorat ou d'un tutorat informatique. C'est-à-dire remplacer quelque chose qui est aujourd'hui une relation verticale de l'enseignant, enfin en France, l'enseignement est conçu comme ça en France, pas partout, hein, mais en France, l'enseignement est conçu comme un enseignant qui explique aux élèves que retenir, que comprendre, que pouvoir présenter le jour de l'examen, donc une relation verticale qui est centrée sur l'acquisition de compétences, l'acquisition de connaissances. Et c'est une relation verticale. C'est très différent dans les pays anglo-saxons. Hein. Vous savez, la France, fille aînée de l'Église, a construit son système éducatif sur le modèle du prêtre en chair. Le prêtre est en chair, il explique ce qu'il faut penser, l'enseignant est sur une estrade, il explique aux élèves ce qu'il faut penser. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de Jules Ferry, il y a eu beaucoup parce que Jules Ferry, quand il a créé l'enseignement obligatoire, il n'avait pas des postes d'enseignants pour tous les enfants, et donc on a beaucoup utilisé à l'époque le tutorat entre élèves, ce qu'on appelle aujourd'hui la classe inversée, enfin, c'est des élèves expliquent à d'autres élèves, et puis c'est le pape de l'époque qui a fait en sorte d'interdire ça, parce qu'il ne voulait pas qu'un enfant soit un modèle pour un autre enfant. Or, l'idée, c'était que l'enseignant soit non seulement un support de connaissances, mais aussi un modèle pour le comportement de l'enfant. Donc, toujours est-il qu'enfant, le système est très vertical, et vous voyez bien le problème qu'il y aurait à remplacer le modèle vertical d'un enseignant pour les enfants par un modèle tout aussi vertical d'un mentorat numérique pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelques pistes. À mon avis, la grande maladie de l'enseignement en France, c'est l'occasion ou jamais de tenter de la guérir. Et comment ? En créant beaucoup plus de travail collaboratif. Travail collaboratif entre les élèves, travail entre eux, hein, voilà, des débats, des controverses, des discussions. Travail collaboratif des élèves avec ChatGPT par exemple, mais aussi avec Bard, pourquoi pas. Et puis aussi travail de chaque élève ou de groupe d'élèves avec toutes les intelligences artificielles disponibles. Ne vous contentez pas d'aller sur ChatGPT, posez la même question à Bard maintenant sur Google, posez la même question à Bing AI, l'intelligence artificielle de Bing, qui est loin d'être identique à ChatGPT. Et vous verrez que les réponses sont différentes. Il faut apprendre à travailler avec toutes les intelligences artificielles pour les comparer, pour les jauger, pour voir là elles se contredisent, là où elles sont insuffisantes. Et puis évidemment, permettre aux enfants
mieux comprendre l'importance des bases de données, l'importance des algorithmes et l'importance des usages qu'on peut faire des réponses que donnent les intelligences artificielles. Donc ça, c'est tout ce qu'il faudrait faire. Et vous voyez que ça passe non seulement par une révolution de l'enseignement dans l'introduction de beaucoup plus de collaboratifs, les enseignants ne sont pas préparés, mais ça passe aussi par une révolution de l'enseignement dans le fait que l'enseignant n'est plus seulement conçu comme un support d'apprentissage, mais il est vraiment conçu comme initiant un processus d'acquisition des savoirs, un processus critique d'acquisition des savoirs. Et donc c'est toute la différence entre une situation où les enfants apprennent des choses et une situation dans laquelle les enfants s'identifient à leur enseignant comme un support de curiosité, de créativité. Et je pense que ça va nécessiter aussi que les enseignants intègrent la dimension de la réciprocité dans leur fonctionnement éducatif. L'enseignement sera toujours non symétrique, puisque l'enseignant, évidemment, a beaucoup de compétences sur des sujets que les enfants ignorent. Il ne faut quand même pas oublier que les enfants ont aussi beaucoup de compétences sur des sujets que l'enseignant ignore. Et il y a quelques années, j'avais proposé autour du numérique, justement, que pour commencer à modifier cette relation entre enseignants et élèves, j'ai proposé au ministre de l'Éducation nationale à l'époque, Mme Najwa Belkacem, je proposais que les enseignants, quand ils arrivent en début d'année, ils disent voilà, je suis monsieur Tartampion, madame Machin, je vais vous expliquer le mieux que je peux ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, l'histoire-géographie, mais il y a des domaines que je connais mal, et notamment les réseaux sociaux, les youtubeurs, les youtubeuses, les modes, voilà, les jeux vidéo, et donc l'enseignant dise, est-ce que dans la classe, quelqu'un pourrait contribuer à m'expliquer tout ça? Cette personne serait le coach numérique de l'enseignant. J'avais trouvé ça... Pourquoi l'idée m'était venue? Parce que j'avais découvert que les patrons du CAC 40, qui sont quand même pas tombés de la dernière pluie, avaient tous des coachs numériques. Je me disais, si les patrons du CAC 40 ont des coachs numériques, pourquoi pas les enseignants dans les écoles? Et donc, ça n'a pas été retenu par l'éducation en France, l'éducation nationale en France, mais ça a été reconnu. J'ai plaidé la même cause en Suisse, quand j'ai participé à la refondation de l'enseignement du numérique et de l'enseignement général dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Ça a été intégré et ça marche du feu de Dieu. Pourquoi? Parce que ça permet à des élèves qui sont un petit peu marginalisés dans le système scolaire, mais qui peuvent avoir une bonne compétence numérique de la faire valoir. Ça favorise des débats entre les élèves, il y a des candidatures, il y a des élections, l'enseignant peut en changer tous les trimestres, et ainsi de suite, et ça crée une atmosphère complètement nouvelle dans laquelle les enseignants et les élèves travaillent ensemble à comprendre en s'aidant mutuellement ce qu'ils ne peuvent pas comprendre aucun tout seul. Et vous voyez, c'est exactement le modèle auquel nous sommes confrontés aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Les enseignants souvent ont de la peine à comprendre, c'est normal, les élèves ont de la peine à comprendre, mais il faut créer cette situation de réciprocité pour qu'ils travaillent à la comprendre ensemble. Voilà, merci de votre attention. J'aimerais vous entendre interagir entre vous sur la question de la peur finalement de l'innovation, peut-être de la peur des enseignants face à cette incursion de l'intelligence artificielle et aux difficultés qui peuvent se poser. Est-ce que vraiment ce sont des questions nouvelles? J'ai l'impression depuis le début de ce forum que sur chaque thématique que nous avons mis en musique dans des tables rondes, finalement, on se pose quand même des questions qui existaient déjà. Alors là, un petit peu dans l'urgence, un petit peu dans la panique, parce qu'encore une fois, face à l'innovation, on est un petit peu stressé. Mais en réalité, ce sont des questions qui existaient déjà. La question, par exemple, de la réciprocité. Ça fait bien longtemps qu'on se dit qu'un bon prof, qui sera toujours un bon prof, ChatGPT ou pas, doit se la poser. Est-ce que vous allez devoir réinventer, peut-être que je commencerai par l'Ève qui a quand même concrétisé les choses par des vidéos TikTok de 3 minutes. Mais est-ce que finalement, dans le fond, on réinvente l'enseignement, ce que c'est qu'un bon enseignant, même en faisant des vidéos TikTok qui, oui, reprennent un concept de manière rapide et puis permettent de peut-être bachoter, mais qui devront quand même aller plus loin derrière. Vous parliez de soulever des poids. Les cerveaux de nos enfants ont besoin de soulever des poids. Comment on fait? Est-ce qu'on fait toujours de la même manière? C'est vrai qu'il y a des enseignants que ça énerve, que leurs élèves aillent sur TikTok comme ça et puis bachotent avant le bac.
Je crois que non, ça menace pas du tout. Alors, ils se sentent parfois menacés par ça. C'est-à-dire que les élèves préfèrent aller voir des vidéos plutôt que écouter mes cours. Moi, je leur disais que mes propres élèves, ils allaient plutôt voir, quand ils devaient réviser juste avant le bac, ils allaient plutôt voir mes vidéos plutôt que réviser mes cours qu'ils avaient eu toute l'année. Parce que c'était fait pour être efficace. Mais justement, je crois que cette efficacité-là, elle doit permettre de libérer l'enseignant en classe pour faire quelque chose de plus intéressant. Non pas que les vidéos soient pas intéressantes, mais disons que les vidéos, c'est pas un échange. Alors il peut y avoir des échanges dans les commentaires ou quoi, mais c'est pas un échange réel. Mais pour accumuler du savoir ou même pour prendre goût parfois à la matière, ça peut être très intéressant. Moi j'ai beaucoup des fois je croise des abonnés comme ça qui me disent mais grâce à vos vidéos j'ai pris goût à la matière. Donc ces vidéos, elles peuvent permettre de prendre goût à la matière, elles peuvent permettre d'apprendre très vite un certain nombre de connaissances, mais elles ne remplaceront jamais effectivement la relation vivante entre un prof et ses élèves, cette relation incarnée, et aussi dans une certaine subjectivité dont j'avais parlé. Et justement, je crois que ces nouvelles technologies, c'est la même conclusion que j'ai à la fois sur les vidéos sur TikTok et sur l'intelligence artificielle. Elles doivent venir justement libérer l'enseignant aussi pour qu'il puisse faire autre chose avec ses élèves, quelque chose peut-être de plus intéressant. Ça va permettre peut-être de faire des classes avec des effectifs plus réduits, dans lesquels il y a un vrai échange, pas des classes à 35 où on peut pas savoir, où finalement on connaît personne, enfin jusqu'à la fin de l'année il y a des élèves qu'on connaît même pas, ou quasiment pas, avec lesquels on n'a pas eu l'occasion d'échanger parce qu'on n'a pas le temps, il faut finir le programme et puis il y a 35 élèves, on peut pas écouter tout le monde. Non, je crois que justement, grâce aux vidéos, grâce à l'intelligence artificielle, on va peut-être pouvoir réinventer le métier d'enseignant, mais pour le bonheur à la fois des élèves qui vont être dans des effectifs plus réduits et pour le bonheur des professeurs, puisqu'il y a un nombre de professeurs aujourd'hui dans l'éducation nationale incroyable qui veulent partir. Et ça, moi je vois autour de moi, alors que c'est un métier souvent dont on a rêvé depuis très longtemps. J'ai beaucoup de collègues qui sont de très bons profs et qui pourtant veulent partir du système de l'éducation nationale parce qu'ils sont frustrés, parce que des classes de 35 élèves, ça ne leur permet pas de faire cours comme ils voudraient le faire. Donc je crois que ça pourrait effectivement aider les enseignants à réinventer l'enseignement d'une autre manière. Serge Tisseron. Oui, la verticalité est tellement installée dans le système scolaire français que lorsque le ministre de l'Éducation nationale a lancé un plan de lutte contre le harcèlement, tout ce qu'il a trouvé, c'est des cours pour apprendre l'empathie. Des cours pour apprendre l'empathie. Alors que l'empathie ne s'apprend que dans la relation, dans l'interrelation, dans le collaboratif, dans les activités partagées. Non, l'Éducation nationale met des cours d'empathie avec les enseignants ont un kit pour savoir comment se guider. Et chaque semaine, ils font un cours d'empathie aux enfants. Voilà, montre quand même une situation dramatique. Alors, moi, j'ai eu la chance de visiter des établissements scolaires en Suisse où les choses sont pensées de façon tout à fait extraordinaire par rapport à ce qui pourrait être fait. Les enseignants sont recrutés selon 3 types de compétences. Il y a ceux qui sont très charismatiques, qui vont faire cours non pas à leur classe, mais au regroupement de 3-4 classes dans la salle des fêtes de l'établissement. Il y a ceux qui vont faire du demi-groupe, qui vont faire des demi-classes, donc qui sont très à leur aise pour 12-14 élèves, et ils sont formidables avec 12-14 élèves, mais ils ont toujours peur de perdre le contrôle quand ils en ont 28, donc ils deviennent moins bons. Et puis il y a ceux qui vont faire des vidéos, du numérique, etc., et qui éventuellement vont être dispensés de cours pour travailler dans un labo ou chez eux pour fabriquer des outils qui seront utilisés par les enfants à domicile ou par les enseignants dans leurs propres cours. Et donc je trouve que ça montre l'intelligence d'avoir compris qu'on ne peut pas demander aujourd'hui aux enseignants toutes ces compétences.
d'être capable de faire des cours qui captivent l'attention des élèves, d'être capable de s'intéresser aux performances de chaque élève de manière personnalisée, et en plus être capable d'être pointu sur les outils numériques. C'est trop, c'est pas possible. Mais vous voyez, des solutions existent et sont appliquées dans d'autres pays. Mais il y a une inertie de l'institution qui donne en effet l'impression qu'on répète toujours les mêmes choses depuis 20 ans. C'est vrai qu'on répète les mêmes choses même depuis 50 ans. Enfin, c'était pas moi, c'était d'autres qui le disaient avant. Mais le désespoir, c'est que ça bouge pas beaucoup. Romain Van Ouduyden. Je pense qu'il y a, et je crois que les enseignants vivent très souvent, et je pense que vos deux propos le disent, des injonctions un peu paradoxales. Et là, c'est clairement le cas sur l'emploi du numérique et aussi cette incitation à innover. Et c'est pas un mal, hein, il faut peut-être en effet pour évoluer dans sa pratique professionnelle, quand on se lance et qu'on a 22, 23 ans et se dire jusqu'à 64 ou 65 ans, je vais faire la même chose. Il faut évidemment, très probablement, accepter de changer tout ça. Mais cette injonction-là, à utiliser le numérique en classe, à l'utiliser même dans sa pratique avec les parents, elle est souvent présente pour des bonnes raisons. Elle est, en tout cas, quand elle est poussée par le ministère, c'est parce qu'elle est appuyée par des résultats positifs de la recherche. Donc, on est plutôt dans une bonne dimension. Mais il faut aussi accepter, et les enseignants le savent très bien, que intégrer juste un nouvel outil numérique, ça demande un temps d'investissement énorme pour l'appréhender. Je ne sais pas combien de temps il faut pour produire une vidéo de la qualité de celle de l'EF de 3 minutes, mais c'est forcément beaucoup plus que 3 minutes. Et les premières fois, ça a dû prendre énormément de temps. Et que ce soit ça ou utiliser une IA ou quoi que ce soit, il y a toujours ce danger-là, cette mise en danger aussi que ça ne fonctionne pas. Que ce soit au moment où on l'a publié sur les réseaux, ce qui est quand même, il faut y aller, hein, bravo. Ou alors, quand on est face à 25, 30, 40 élèves, avec toujours cette peur-là que ça plante. Et en plus, que ce ne soit pas de ma faute, c'est-à-dire dans ma séquence pédagogique, ça marchait, c'était génial. En théorie, ça a marché. Mais là, il n'y a plus de Wi-Fi, ou il n'y a plus de... Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. Et de fait, l'exemple suisse j'ai perdu le nom... du tutorat numérique de l'élève auprès des enseignants, enfin ce changement de posture-là est extrêmement intéressant et ce serait super. Et plein d'enseignants sont OK avec ça. Mais là encore, il faut avoir accepté finalement de ne plus détenir tout le savoir, de perdre un peu de contrôle dans la classe. Et ça, c'est évidemment très compliqué et on n'est pas formé à ça. Donc toujours la question de l'IA comme un outil, finalement. Je vais passer la parole à Aurélien Benoîlide qui a une... Vous vouliez parler, monsieur? Non, peut-être juste une petite réaction très brève sur le fait qu'on soupçonne les enseignants d'être réticents, de ne pas céder à l'innovation facilement. C'est très injuste. Rien ne prouve ça, vraiment. Ils sont prudents, ça certainement, mais enfin ça c'est plutôt une qualité. Juste quand même sur les outils qu'on utilise, on peut dire il y a des outils numériques qui sont faits pour l'enseignement. Par exemple, moi qui étais prof de maths, il y a un outil de géométrie dynamique qui s'appelle Cabrilog ou GeoGebra, qui est du truc magnifique. Tous les profs de maths utilisent ça et ils l'ont utilisé dès que c'est apparu. Mais ChatGPT, ça n'a pas été fait. Sam Altman, il n'a pas pensé à l'éducation quand il a fait ça. Il n'a pas fait ça pour servir des buts pédagogiques, éducatifs. Donc, les enseignants, ils peuvent tout de même avoir un peu de recul en regardant, en disant est-ce que c'est bien. Et Boulier utilisait cette formule de dire on n'est pas obligé d'innover le couteau sous la gorge. C'est-à-dire on vous met déjà ChatGPT devant le nez, puis on dit si vous n'utilisez pas ce truc-là, c'est que vraiment vous êtes ringard. Bah non, là quand même, il ne faut pas exagérer. Au contraire, je pense que la prudence est requise dans ces circonstances. Oui, mais les enfants, enfin les élèves, l'utilisent, eux. Ça, c'est un problème. Oui, alors effectivement, après, justement, il y a toutes sortes d'attitudes possibles. On a signalé l'attitude des enseignants qui l'intègrent dans leur pédagogie, et tout ça, c'est très bien. Il y a d'autres formules qui consisteraient à dire j'avertis mes élèves du risque, des qualités, des défauts et des limites de cet outil-là. Je peux dire vous pouvez l'utiliser à l'extérieur, mais pas à l'école, par exemple. Ou bien, mieux encore, on pourrait quand même avoir des exigences de régulation. Par exemple, je pourrais dire, ChatGPT, pour la raison que j'ai dite tout à l'heure, quand il parlera plus à la première personne, ok, on le prendra dans l'éducation, mais pas avant.
Tant qu'il ne signalera pas à chaque fois qu'il se manifeste qu'il est une intelligence artificielle, et à chaque fois qu'on peut le soupçonner d'être un imposteur, en quelque sorte, de se prendre pour un faux humain, alors non, nous, on ne lui ouvrira pas les portes de l'école. L'école n'est pas obligée d'ouvrir les écoles d'ouvrir ses portes à toutes les innovations qui mais comme on a vu fleurir un enseignement spécifique qui serait, notamment avec les réseaux sociaux, de la prévention, en fait, avec les élèves, pour leur donner un petit peu les codes pour bien utiliser et ne pas faire trop de mésusages, je pense qu'il y aura aussi cet enseignement-là qui sera nécessaire concernant ChatGPT. Bien entendu. Message Tisserand. Non plus de travailler avec les élèves sur la manière dont ils perçoivent ChatGPT, c'est-à-dire travailler pas seulement sur la compréhension de l'outil, mais aussi sur leurs propres éprouvés, leur propre manière de penser, leurs propres biais cognitifs, leurs propres croyances quand ils utilisent ces outils. C'est ce qu'on disait déjà dans l'avis de 2013 avec l'Académie des sciences, c'est qu'il faut travailler autant d'un côté que de l'autre, autant sur la compréhension des outils que sur la compréhension de la manière dont nous nous situons par rapport aux outils, dont nous croyons les comprendre et dont nous croyons les utiliser pour le mieux, alors que peut-être nous nous trompons complètement. Je vais passer la parole à Aurélien, et peut-être qu'au passage, tu pourrais nous faire le point du neurologue sur l'apprentissage par un humain et l'apprentissage par un non-humain et les conséquences sur les apprentissages. Alors peut-être, ouais, c'est pas une mauvaise idée, mais je vais passer pour le boomer de service, mais j'ai l'habitude, mais je vous trouve quand même hyper indulgent. C'est-à-dire que je comprends qu'on puisse utiliser de l'intelligence artificielle pour traiter 1000 milliards de données de la sécurité sociale pour déterminer si oui ou non il y a une risque ou une corrélation pour une population de faire une mort subite comme on a vu ce matin. Mais utiliser une intelligence artificielle pour aller résumer Cyrano de Bergerac en 10 lignes de lecture, excusez-moi, mais il me semble quand même que justement sur le plan de l'apprentissage, laisser la possibilité de le faire, parce que j'entends bien l'éducation nationale qui dit oui, mais il faut s'adapter avec les outils qu'on a. Ça n'est qu'un outil, ça n'est rien d'autre qu'un outil pour l'instant, il n'y a aucune conscience derrière, donc c'est un outil de triche. Alors moi, à mon époque, on avait les abstracts, là, les profils, voilà, les profils qui permettaient de faire ça, mais je pense que là, effectivement, c'est peut-être le neurologue et le boomer et le papa qui parlent, mais évidemment, c'est pas la même chose pour le cerveau et pour un individu que de passer 8 ou 10 heures à lire Cyrano de Bergerac, et puis à en sortir modifié à jamais, peut-être modifié en se disant, ben voilà, j'ai perdu 8 heures de ma vie à lire les alexandrins ou les rimes de quelqu'un qui me désintéresse profondément, mais ce qui est certain, c'est que dans un cas, on a un cerveau et un individu qui va être modifié, qui va être transfiguré par ce qu'il a lu, et dans l'autre cas, on a quelqu'un qui est passé totalement à travers. Alors je dis pas qu'il ne peut pas y avoir des intérêts pour le tutorat, mais j'ai une énorme estime et à la fois pour les professeurs et pour les élèves, on vient tous de là, mais peut-être quand même que l'intelligence artificielle n'a peut-être pas tout à fait sa place avec autant d'indulgence, me semble-t-il, mais c'est juste une question. La pratique du résumé n'a pas attendu de ChatGPT. Lagarde et Michard étaient bourrés de résumés qui permettaient de faire croire qu'on avait lu quelque chose qu'on n'avait pas lu. C'est-à-dire qu'après, il y a eu les résumés sur Internet. Alors aujourd'hui, oui, mais Serge Tisserand, est-ce que vous avez lu Cyrano de Bergerac? Non, jamais. Alors, vu au cinéma. Alors, lève Frankel. Vous faites des vidéos qui durent 3 minutes parce que vous répondez aussi à cette injonction, à cette nécessité. Et comme vous l'avez dit auparavant, ce sont des vidéos qui nécessitent non seulement beaucoup de préparation, mais surtout, au-delà de la préparation, ça nécessite des années et des années de lecture et d'études à l'université. Donc je veux dire, effectivement, on condense parce que ça répond à l'exigence de rapidité qu'on souhaite tous aujourd'hui, qu'on soit adulte ou enfant. Mais quand on est enfant, on a peut-être plus de difficultés à inhiber cette envie d'aller au plus rapide. Et c'est aussi le rôle de l'éducation nationale d'essayer de laisser, de favoriser le temps long, la lecture et parfois, excusez-moi, la contrainte d'avoir une activité qui n'est pas facile, qui n'est pas la plus facile, mais qui est celle qui va avoir le plus d'impact dans le développement neurocognitif d'un individu à venir. Essayez de comparer le fonctionnement de ChatGPT, de Bard et de Binghaï en leur posant à chacun 10 fois la même question et vous aurez un formidable exercice qui va mobiliser l'intelligence de tous les élèves. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais je veux dire qu'il faut ce qu'on fait traditionnellement sur les textes, il faut le faire aussi sur ce que produisent aujourd'hui les intelligences artificielles et elles seront de plus en plus nombreuses à nous produire des choses différentes, ce qui va nous permettre de les comparer et de les étudier comparativement.
Si je prends l'exemple de ce que je connais un peu mieux, c'est TikTok. On pensait que TikTok, effectivement, ça allait remplacer les livres et tout ça. Et puis, il y a un hashtag qui est apparu sur TikTok qui s'appelle BookTok. Et il n'y a jamais autant de livres qui se sont vendus depuis ce hashtag. Il n'y a jamais eu aussi peu de lecteurs. Depuis que Netflix est là, depuis que les réseaux sociaux sont là, il n'y a aucun doute là-dessus. On peut regarder les chiffres, je vous assure. Les éditeurs de livres aujourd'hui se rendent compte que ils ont besoin des TikTokers et tout ça pour faire la promotion des livres qu'ils éditent. Donc c'est parce qu'il y a des témoignages aussi d'une certaine manière avec une certaine sincérité. On voit parfois, je ne sais plus le nom de la chaîne exactement, mais j'ai en tête une TikTokeuse qui parle des livres, mais elle en parle pas comme on en parlerait dans une émission littéraire. Elle en parle, elle en parle de ce que ce livre comment ce livre l'a bouleversé, que ça lui a donné la chair de poule, que ça lui a les émotions que ça lui a procuré. Et ça, je crois que c'est extrêmement intéressant et parfois beaucoup plus. Ce que je vois parfois, alors pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais ça m'arrive de voir des vidéos comme ça de TikTokers, TikTokeuses très jeunes qui parlent de leur expérience de lecture et qui sont parfois plus intéressants que ce qu'on peut voir dans une émission très intello sur la télévision. Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une spontanéité, d'un ressenti qu'on ne trouve pas à la télévision, par exemple. Merci pour ces réponses. On ne va pas accaparer la parole plus longtemps, on va laisser la parole au public. L'année 2024 va être une année électorale mondiale avec plusieurs milliards de votants et on sait que c'est devenu une nouvelle guerre que d'utiliser le numérique pour faire des fakes, qui sont de plus en plus ressemblants, tant dans l'image que dans les informations. Est-ce qu'il y a un moyen d'éduquer nos enfants pour ne pas se laisser influencer par l'énorme industrie de trolls qui est en train d'arriver un peu pour tuer l'Occident, soyons clairs, mais qui va s'amplifier véritablement au fil des années. Puis deuxième partie de la question, on a accusé ChatGPT et ses intelligences de favoriser la triche. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir également pour apprendre à citer ses sources? Déjà que ChatGPT est un énorme outil de plagiat à l'échelle planétaire, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir pour dire quand tu utilises cette source-là, tu as une obligation de dire que tu l'as utilisée? Qui veut répondre? Oui, Romain. Moi, je veux bien. Oui, évidemment, il y a un enjeu primordial d'éducation aux médias, à l'information. C'est connu, c'est travaillé. Au sein de Réseau Canopé, il y a un service qui s'appelle le CLEMI, qui est le centre de liaison à l'éducation aux médias, à l'information, qui travaille avec tous les rectorats et qui accompagne les enseignants. Dans tous les établissements du secondaire, on a des professeurs documentalistes qui en sont des spécialistes, qui sont des spécialistes des sciences de l'information et de la communication. Donc, j'ai envie de dire, on est armé. Par contre, il faut en effet connaître ce qui est en train d'arriver, parce qu'il y a j'allais dire des nouvelles, mais en fait, l'élection de Trump, déjà, a priori beaucoup bénéficié de ces usages-là. Ce qui est important et ce qui est déjà développé de manière assez importante dans l'éducation nationale et dans l'éducation d'ailleurs de manière globale, parce que c'est pas que l'institution du ministère, c'est l'esprit critique, en effet. Et c'est une des compétences du XXIe siècle, ou compétences psychosociales, qui est primordiale et qu'on tente de développer auprès des élèves. Donc, voilà, moi j'ai déjà beaucoup parlé de triche, alors je vais laisser la parole, mais sur cette partie-là, il me semble que on est armé. Alors pas suffisamment, on est toujours en retard par rapport aux innovations, et ça c'est normal. Donc il faut... Par contre, il faut être vigilant et tenir.
prend la question suivante. Bonjour, merci d'abord pour l'échange très intéressant. Je vais me permettre de répondre à la question précédente en disant qu'il y a des IA LLM qui citent leurs sources comme perplexity.ai. Voilà, donc ça existe, RAG, R-A-G, si vous cherchez sur Google. Ma question maintenant. J'ai un enfant de 4 ans et en même temps je suis en train de lire un livre qui parle de l'histoire d'une fille qui a aussi 4 ans, donc ça démarre quand elle a 4 ans et qui vit dans un favela aux alentours de Shanghai. Dans une famille dysfonctionnelle et dans une société très violente. Et par hasard, elle tombe sur un outil qui lui permet en fait d'apprendre des choses puisqu'elle n'a pas accès à l'école. Ce livre est écrit en 1995 et donc l'auteur qui s'appelle Stephenson, le livre c'est The Diamond Age, l'âge de diamant, ne nommait pas les choses en disant que cet outil a de l'IA, de la réalité augmentée, ce genre de choses. Ma question pour vous, donc j'ai d'abord demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il pense, quels sont les freins pour que cette chose existe, pour que tout le monde ait accès à l'éducation, comme mon fils là aujourd'hui en France. Ma question pour vous, c'est pas quels sont les freins technologiques, puisque GPT m'a déjà répondu qu'il n'y en a plus aujourd'hui, puisque certainement dans une semaine, un mois ou un an, comme on disait tout à l'heure, tout ça existera. Mais quels seraient les freins pour que ce soit implémenté, peut-être à l'échelle de la France, pour réduire les inégalités dont on a parlé tout à l'heure, d'après vous? Disons que l'école publique, elle est faite pour ça. Hein. Alors effectivement, si elle se met au service de projets comme celui-ci, c'est sa vocation. Hein. Quand je dis l'école publique, ça inclut le privé sous contrat d'ailleurs, parce que c'est le service public d'éducation est fait pour ça, n'est-ce pas? Et il y a même un service public numérique, dans la loi de 2013, il est prévu un service public numérique d'éducation, qui est sous la responsabilité de l'État, et dont on pourrait regarder de près si effectivement il est produit de façon satisfaisante. Mais je ne sais pas si ça répond bien à votre question. On prend la question suivante. Bonjour, je voulais vous demander, vous aviez dit avant que l'intelligence artificielle pouvait réduire les inégalités sociales dans l'éducation. Est-ce qu'elles ne peuvent pas aussi les accentuer? Et est-ce qu'avec ces accentuations d'inégalités sociales et des intelligences artificielles, est-ce que ça peut avoir un impact sur les professions par la suite? Oui, Romain. Alors, non, selon moi, il y a eu l'espoir que le numérique, les IA, réduisent en effet ces inégalités sociales. Mais on voit, et on a vu en particulier pendant la crise sanitaire du Covid, que ça n'a pas été le cas. Des études montrent que ça n'a fait que conforter finalement les problématiques. Ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que si on a des IA génératives ou d'autres IA qui sont à disposition et qu'elles deviennent payantes, à ce moment-là, on aura aussi des problématiques encore plus importantes de creusement des inégalités. Et c'est peut-être aussi un élément de réponse. Hier ou avant-hier, le ministère, alors c'est la DITP, la direction interministérielle de la transformation publique, a annoncé avec l'équivalent allemand qu'ils allaient produire des IA génératives pour les agents du service public. Donc ce qui veut dire très probablement aussi pour les enseignants. C'est peut-être un début de réponse. Donc moi je partirais plutôt du principe qu'on va dans le bon sens, mais qu'il faut une action publique forte et des engagements forts avec évidemment des acteurs économiques européens qui puissent porter et qui puissent porter des développements qui sont quand même de l'ordre de plusieurs milliards d'euros ou de dollars, ce qui n'est pas donné à tout le monde évidemment. Inégalités, tout le numérique aggrave les inégalités indépendamment du matériel. Beaucoup d'études ont montré que les enfants de milieux défavorisés ne sont pas aussi bien accompagnés dans la découverte des outils numériques que les enfants de milieux favorisés. Donc, indépendamment du matériel, il y a aussi de grosses inégalités dans la découverte des outils. Une dernière question. Oui, bonjour. Je vous remercie déjà pour la conférence. On apprend beaucoup de choses. Et en fait, par rapport au monde du travail, en fait, on voit, où on a l'impression, en tout cas, qu'il peut y avoir une certaine concurrence entre l'automatisation et les salariés, et éventuellement. C'est pas nouveau, hein, mais est-ce que vous pensez pas que ça risque d'accentuer ça? Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
quitte un peu la Juste, thématique. c'est une question générale sur le monde du travail, mais puisqu'on parle de l'éducation, ça ramène à une question qu'on a posée tout à l'heure, c'est est-ce que le numérique pourrait remplacer les enseignants, par exemple? Voilà, est-ce qu'on pourrait automatiser? Oui, on automatise une partie des missions de l'enseignement, des tâches d'enseignement. On dit les tâches fastidieuses, au fond, et on dit aux enseignants, ça ne vous remplace pas parce que ça vous libère au contraire pour les tâches qui ne sont pas fastidieuses et celles qui ne peuvent être prises en charge que par des enseignants bien formés, etc. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Maintenant, quand même, il faut être vigilant sur l'avenir parce que faire la distinction entre ce qui est fastidieux et ce qui ne l'est pas, par exemple, je pose la question à l'EF, tiens, corriger les devoirs de philo, hein, est-ce que c'est fastidieux ça ? Est-ce que c'est pas le boulot du prof de philo? Et est-ce que dire on va confier ça à une machine, c'est vraiment une bonne idée? Le calvaire de tous les profs. Je crois que... C'est ce qu'on dit, ça, c'est le calvaire de tous les profs. Mais est-ce que ça ne fait pas partie du boulot? Et si on disait que ce calvaire, si on le faisait exécuter par une machine, est-ce que ça serait vraiment un progrès? Oui, mais je crois qu'il faut effectivement, il faut se réjouir du fait que la technologie puisse nous libérer un petit peu du travail. C'est une promesse assez messianique, ça, finalement. Je suis toujours étonné des personnes, notamment quand à gauche on se désole de la diminution du travail. On va vers ça, la diminution du temps de travail, c'est extraordinaire. Ça peut nous permettre justement de faire d'autres choses, des choses qui nous plaisent plus, des choses des activités dans lesquelles on peut se réaliser. Donc je crois que c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Non, Une très bonne nouvelle. Pardon. Alors attendez, on prend peut-être pas la parole comme ça, madame, on va vous la donner, mais on va laisser Serge Tisseron réagir. Oui, une très bonne nouvelle à condition d'être extrêmement vigilant. Regardez, sur Paris, beaucoup de cadres sont partis vivre en banlieue, en province, pendant le Covid. Des classes sont tombées de 28 à 15 élèves. Les enseignants ont été très, très, très contents. À la rentrée suivante, le gouvernement a supprimé un certain nombre de classes pour remettre des effectifs à 32. Donc le fait que des activités soient prises en charge par l'intelligence artificielle ne veut pas dire qu'on gardera les mêmes employés qui auront du temps pour faire des choses plus intelligentes. Si les employés ne sont pas vigilants, eh ben on risque de licencier des employés pour que ceux qui restent profitent de l'intelligence artificielle pour travailler autant, produisant plus. Et ça, c'est pas joué d'avance. Je reviens juste à l'intervention d'avant où je voulais dire que avoir moins de travail, d'accord, mais le travail peut donner sens à la vie. Qu'est-ce que vous faites de ce temps libre? Alors dans des classes favorisées, oui, on peut faire beaucoup de choses, mais les gens qui n'ont pas les moyens, ni intellectuels, ni matériels, c'est quoi? C'est la société du divertissement qui va en profiter. Je suis pas d'accord. Il faut distinguer le loisir du divertissement. Le divertissement, c'est faire diversion, hein, si on reprend la terminologie pascalienne. Le loisir, c'est justement le contraire du divertissement. Le loisir, c'est ne pas fuir. C'est ne pas fuir face à ce qu'on a réellement envie de faire et ce qui nous permet ce qui nous permet de nous réaliser. Et je crois que si la technologie, et notamment l'intelligence artificielle, nous permet de nous débarrasser des tâches les plus ingrates, ça va nous permettre de nous recentrer effectivement sur le travail au sens fort. Le travail, évidemment, il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas penser qu'une société... Mais le travail entendu, non pas au sens de se soumettre peut-être à quelque chose de machinal, ne pas se soumettre à quelque chose qui finalement ne nous permet pas d'exprimer ce que nous sommes. Et je crois que la technologie peut nous aider à arriver vers ça. Non, pas sans micro, madame. Mais il faut que tout le monde puisse entendre, en fait. C'est peut-être dans les gestes simples qu'on se réalise le plus au quotidien et redonner les lettres de noblesse à ces gestes-là, plutôt que de nous les enlever en disant qu'ils sont lourds. Faire à manger tous les jours, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être enrichissant? Et quand vous disiez avant que ce que faisait, ça permettrait aux professeurs de faire des choses plus intéressantes, ça veut dire que tout ce qui a été fait avant n'était pas intéressant, la manière dont ça a été fait.
Non, c'est quand même. Pas du tout, mais dans tous les métiers, on sait très bien qu'il y a toujours une part moins intéressante, qui est pénible et qui n'est pas forcément très créative et dont on peut éventuellement se passer. Et effectivement, le travail de la mère au foyer qui s'occupe de ses enfants, c'est aussi un travail. Évidemment, ce serait une vision capitaliste du monde dans laquelle finalement le travail, ça n'est jamais que produire des richesses. Le travail, c'est se transformer soi-même, c'est transformer la nature, c'est transformer son environnement. Et ça, c'est le sens noble du travail. Et il peut effectivement se concrétiser dans des choses très simples de la vie, dans lesquelles on se réalise. L'enfant qui taille un bout de bois ou qui construit une cabane, c'est une forme de travail dans lequel il réalise quelque chose d'une idée qu'il avait en tête et qu'il matérialise à l'extérieur de lui-même. Ça, c'est le travail au sens fort et qui est effectivement qui permet l'épanouissement de la vie humaine. Serge Tisseron, rapidement. Oui, juste un petit mot. En France, on a un pays formidable grâce à la loi sur les associations. Je veux dire, quelqu'un qui a du temps, quelqu'un qui est à la retraite, qui veut s'occuper, qui a l'impression d'être en pleine jouissance de toutes ses capacités, qui a envie de faire des choses, il y a une plateforme bénévole, on recrute des bénévoles dans la France entière, selon les compétences de chacun, et ça permet à chacun de continuer à avoir les activités, non pas qu'ils soient imposés par un patron, mais qu'il choisit d'avoir, au rythme qu'il choisit d'avoir, avec l'association avec laquelle il choisit de travailler. Et ça, c'est quand même une opportunité extraordinaire. J'ai peur de passer pour un affreux réac, mais je vais quand même dire ce que j'ai sur le cœur à propos des classes inversées et de l'élève qui éduque l'enseignant. J'ai passé ma vie à enseigner la médecine. Iriez-vous chez un médecin qui aurait éduqué son enseignant? Iriez-vous chez quelqu'un qui a appris à son maître à faire une césarienne pour avoir une césarienne? Personnellement, non, mais je pense que c'est dû au fait qu'il s'agit là d'un apprentissage technique, mais même sur l'apprentissage théorique, j'ai la faiblesse de penser que l'enseignement n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la relation horizontale et de la complicité, mais quelque chose qui est de l'ordre de la relation verticale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui passent de l'enseignant à l'enseigné et pas dans l'autre sens. Ou peu dans l'autre sens. Est-ce que je suis absolument réactionnaire? Non, mais attends. Je vais juste vous donner à chacun la parole sur cette question ou pas, pour conclure en quelques mots, parce qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Alors, Serge Tisseron qui voudrait commencer. Sur cette question, non, très bien, à condition de dire, voilà aujourd'hui comment il vaut mieux pratiquer une césarienne, mais peut-être vous découvrirez demain comment la pratiquer mieux. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, dans la verticalité de l'enseignement, il n'y a pas d'enseignement de l'histoire des disciplines et les élèves ne sont pas encouragés à penser que ce qu'on leur apprend aujourd'hui va peut-être apparaître faux demain. Et c'est cette éducation-là qu'il est important de donner. Oui, ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est ce qui est validé, mais peut-être demain, vous découvrirez, vous, d'autres choses, vous découvrirez dans la bouche d'autres interlocuteurs, d'autres possibilités mieux adaptées à la réalité. Les étudiants, il me semble, dans les facultés de médecine, ont déjà déserté les amphis pour la plupart des cours théoriques, et ils apprennent ça sur des polycopiés qui ont été réalisés par quelques élèves qui vont en cours, et puis il y a un tour comme ça. Et donc l'enseignement théorique est déjà... une grande partie de l'enseignement théorique, en tout cas, se passe déjà de profs, même en médecine. Et je crois que, oui, ça permet de... Je veux dire, si faire un cours de droit, par exemple, c'est le prof qui va réciter le livre qu'il vient d'écrire, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, on paye quelqu'un pour réciter son livre devant des étudiants. Alors, évidemment, tout le monde ne fait pas ça, et il y a les cours de TD où il y a plus d'interaction et tout ça, mais si c'est... Je veux dire, il faut qu'il y ait un intérêt, effectivement, à cette relation de prof à élève. Si c'est simplement un cours magistral vertical dans lequel l'étudiant doit juste noter un cours, effectivement, ça, il vaut mieux s'en débarrasser et le faire à la maison. Mais si c'est inventer quelque chose d'autre, c'est-à-dire une vraie relation, un échange entre l'enseignant et ses étudiants ou ses élèves, là, effectivement, le prof est indispensable.
Je peux dire juste un mot pour dire il faut se rappeler que le monde scolaire, l'école, ce qui caractérise par rapport au préceptorat que j'évoquais tout à l'heure, c'est un espace collectif. Le boulot de l'enseignant, c'est d'enseigner à un groupe d'élèves. Alors, ils sont trop nombreux, des fois, ça serait mieux qu'ils soient 25 que 35, mais en tout cas, c'est d'enseigner à un groupe d'élèves. Ça, c'est un vrai métier. Alors maintenant, pour l'exercer, il faut une formation, c'est difficile, et il y a différentes façons de faire. Il y a une composante verticale, vous avez absolument raison. Il y a aussi une composante horizontale, une composante oblique, il y a 1000 façons de le faire. Alors c'est ça que sert l'innovation, à renouveler, etc. Mais bien sûr, il y a une composante verticale. Et elle s'impose du fait de ce côté pluriel, en fait, des apprenants. Il y a un prof et plusieurs élèves. Et c'est ça le boulot d'enseigner. Et moi, je finirai par dire que je pense qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose dans une interaction sociale, on apprend des autres. Et donc, il me semble vraiment pertinent de dire que les enseignants apprennent aussi de leurs élèves à tout instant. Que ce soit sur une technique numérique, évidemment, probablement pas sur une césarienne, et encore, quoique, je trouve que l'argument de Serge Tisseron tient la route, mais par exemple, dans le cas que vous disiez, peut-être que l'élève ou l'étudiant arriverait à faire développer plus de compétences d'empathie d'un médecin qui serait très technique. Je ne sais pas, hein, je dis un truc vraiment au hasard. Peut-être moi, en guise de conclusion, il y a eu beaucoup de questions posées, donc je vais en poser une, mais avec laquelle vous partez. Et puis voilà, je me dis, s'il y a une IA, ou des IA, s'il y a du numérique de manière globale, des algorithmes qui me permettent, tout en se disant que tout est correctement paramétré en termes de RGPD, de protection des données et tout ça, elle me permet de gagner du temps, donc de consacrer plus de temps à ma relation avec les élèves, avec les étudiants. Elle me permet de détecter des signaux faibles auprès de certains élèves où ils ne comprennent pas quelque chose. Elle vient confirmer finalement des intentions que moi j'ai. Est-ce qu'en tant qu'enseignant, et est-ce que vous diriez « non, je vais me passer de ça ». Voilà, je voudrais remercier Lucille et Bouquet qui en tout cas nous ont bien démontré que ChatGPT ou pas, il y avait tout à fait une possibilité encore de problématiser chez nos élèves de terminale. Merci beaucoup de l'avoir fait pour nous ce soir. Je remercie bien sûr tous nos intervenants pour la qualité de leurs interventions. Et on se retrouve dans quelques minutes pour discuter du coût écologique de l'intelligence artificielle. Est-ce bien raisonnable ?